Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, je reçois deux invités. Alors tout d'abord, l'invité que vous ne connaissez peut-être pas, puisque c'est sa première émission avec nous sur la chaîne YouTube du Parti de la France, Latoya. Latoya, alors je ne saurais pas vraiment comment vous présenter. Globalement, on se suit sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup apprécié personnellement votre humour, votre personnalité, évidemment vos valeurs et vos idées qui sont comme les miennes. Et je me suis dit que ce serait pertinent de vous inviter à une de mes émissions. Donc bonsoir Latoya, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, je vais très bien, merci beaucoup. Moi, je me suis spécialisée dans les rapports hommes-femmes depuis ça fait maintenant 10 ans, en fait, que, je suis, sur les réseaux où, j'explique aux gens, comment fonctionnent, correctement les rapports hommes-femmes et concrètement, avec des chiffres et pas, de la philosophie ou des choses assez plates comme ça, parce que je suis pas une grande fan de philosophie, mais je suis plutôt, scientifique. Mais, du coup, pour moi, les chiffres, fallait que ça parle et j'ai eu un très bon mentor pour ça. J'ai eu des très bons amis qui étaient d'accord avec moi sur les conditions, d'un rapport, hétéro, équilibré. Donc voilà, je suis reconnue comme étant, on va dire l'influenceuse des rapports hommes-femmes, depuis un moment. J'ai mis une bonne tartine à Stéphane Edouard, que je salue s'il nous écoute. D'accord, bah, j'espère que tu es meilleur que Thaïs Descuffon, hein. Oui, aucun doute. Oui. Ce qui n'est pas très compliqué, mais je vais te croire sur parole. Rapport homme-femme chiffré, c'est pas compliqué, c'est 100 euros la demi-heure. Non, de manière plus sérieuse, effectivement, effectivement, Latoya, vous étiez une physicienne de haut niveau. Vous avez pris la résolution, j'ai envie de dire presque de changer de vie professionnelle et vous nous raconterez ça avec grand plaisir si vous le souhaitez. Et c'est très intéressant, votre questionnement sur le rapport homme-femme. On parlera de l'importance d'avoir des raisonnements rigoureux, une certaine rigueur scientifique dans nos qualités de raisonnement, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est perdu. Et je reçois également ce soir, comme vous l'avez pu l'entendre, Pierre-Nicolas Nups. Pierre, excusez-moi, Pierre-Nicolas Nups, Ouais. responsable du Parti de la France de Lorraine. Vous êtes le deuxième invité le plus récurrent de mon émission Le Forum du Parti de la France. Comment allez-vous ce soir, Pierre-Nicolas? Ça va très bien, ça va comme à chaque fois que je fais une émission avec toi. Très bien, mon chéri. Très bien. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, je suis hétérosexuel. Cette émission, alors je vais rappeler quand même les règles parce que c'est vrai que l'Atoya est une nouvelle, mais je crois qu'elle s'est parfaitement adaptée à la réglementation, à savoir allumer son microphone lorsque l'on souhaite s'exprimer et l'éteindre lorsque l'on a terminé pour éviter tous les bruits parasites. Les bonnes résolutions 2024. Eh oui, 2024, déjà, j'ai envie de dire, le temps passe à une vitesse incroyable. Alors effectivement, ça fait vieux boomer de dire ça, mais force est de constater que l'année 2023 était plutôt rapide. En tout cas, j'ai ressenti comme cela. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. C'est la tradition, vous savez, à chaque nouvelle année, on essaie d'avoir des points d'amélioration. Certains vous diront qu'il ne faut pas attendre janvier pour s'améliorer, et il est vrai. D'autres vous répondront que ce genre de résolution est nécessaire pour avoir le cadre suffisant pour prendre justement ces axes d'amélioration. Ce soir, ce soir, je vais demander tout simplement, tout d'abord à Latoya. Latoya, est-ce que vous avez des résolutions à prendre pour cette année? Eh ben, j'ai longuement réfléchi et malheureusement, mes bonnes résolutions, pardon, sont les mêmes que l'année dernière. C'est-à-dire beaucoup de sport, bien manger, arrêter de fumer, ça serait trop bien que j'arrête de fumer. Et tous ces petits trucs en fait, bah, un peu cucu qu'on se dit chaque année, quoi. Donc lutter contre ces addictions, c'est très important. Pierre Nicolas Nups, est-ce que vous avez des résolutions similaires? Oh oui, faire du sport et arrêter l'alcool. Non, je déconne, c'est évidemment pas sérieux, c'est une blague. Non, je n'ai pas pris de résolution, et puis d'ailleurs, ça ne sert à rien d'en prendre, puisque de toute façon, elles ne sont jamais tenues. Peut-être des résolutions qu'il serait important de prendre, non pas en tant qu'individu, mais en tant que Français. Si on prend des résolutions, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors Certes, réfléchissez 2 minutes. certes, mais avant ça, avant de vouloir Oui. imposer des résolutions aux autres, il faudrait déjà être capable de les imposer à soi-même, hein.
Oui, mais en tant que politique, Pierre-Nicolas Nups, nous voulons donner comment je pourrais dire, une doctrine politique, une ligne politique à suivre. C'est une forme de résolution en soi, si nous Oui, bah, réfléchissons. la ligne politique est très simple, c'est d'arrêter d'être des fils de pute, prendre une carte au parti de la France et voter pour le parti qui est le plus à droite sur l'échiquier politique pour foutre les dehors. C'est très, très vendeur. Ah, mais on est sur l'essentiel, hein. Ah bah, effectivement, tellement essentiel que l'émission va durer 5 minutes. Là, Toya, vous êtes réceptif à ce genre de discours. Est-ce que cela vous donne envie de prendre une carte au parti de la France? Alors moi, je connais, peut-être, 2-3 personnes, surtout Yanis, heu et les 2-3 personnes que je connais sont vraiment exceptionnelles en tant qu'individus. Le parti de la France, de ce que j'en ai vu, il représente son parti, heu, avec, une belle, comment dire? Un bel entrain presque familial, un peu, c'est quelque chose qu'on trouve pas dans tous les partis, donc ça, c'est plutôt le point positif que je vous ai trouvé. Sur le point négatif, j'attends de savoir les bonnes résolutions du parti de la France. Eh bien, déjà, devons-nous prendre de bonnes résolutions, puisque nous sommes un parti politique. Notre objectif, c'est de réagir à l'actualité politique et de proposer un projet politique aux enjeux auxquels nous avons à faire face. Et c'est ce que nous faisons depuis que nous existons. Et le Parti de la France a certes été créé en 2009, mais la plupart des gens qui militent au Parti de la France militaient déjà dans d'autres structures auparavant, dont la première était bien sûr le Front National. Nous, on est toujours resté fidèles à notre ligne. Oui, mais du coup, en fait, vous êtes obligé, d'avoir de la remise en question, de pouvoir avancer, de dire: «Bon, bah, stratégiquement, ça va pas, on est obligé de revoir Effectivement, comme ci, comme ça». c'est d'ailleurs Et l'objet ça fait de. partie des bonnes résolutions. On fait ça régulièrement, environ 3 ou 4 fois par an. C'est ce qui s'appelle les bureaux politiques. Et ben d'ailleurs, on en a un demain avec Alex, Yadis sera là, etc. Mais ça, c'est juste, si j'ose dire, les membres élus du parti qui y participent. Je crois qu'au bureau politique, nous sommes 22, si ma mémoire est bonne. Donc Alors, on se c'est réunit demain et nous allons 23. discuter des 23. D'accord. Ouais, ben voilà, on est 23. Bah, on sera pas 23 demain, hein, parce que tout le monde ne vient pas. Mais oui, oui, effectivement, comment je pourrais dire, l'écrasante majorité du bureau politique sera là. Alors, c'est pas tant des résolutions au niveau de la doctrine, au niveau de l'idéologie, puisque sur l'idéologie, on ne se reniera jamais. C'est notre marque de Oui, fabrique. c'est plus sur les méthodes. C'est plus Voilà, sur les moyens pour parvenir à nos fins. c'est ça. Sur les méthodes, par exemple, là, je vais parler en tant que directeur de la communication du parti. Sur les méthodes, eh bien, par exemple, on va avoir l'achat de nouvelles caméras et de nouveaux micros qui feront que nous aurons un meilleur matériel pour tourner. Voilà. Les résolutions, c'est aussi voir comment est-ce qu'on peut mettre en avant les forums du Parti de la France, parce qu'on est quand même. J'ai pas vérifié le nombre d'épisodes qu'on a, honnêtement, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'on est quand même à 70. Hein, on est quand même sur du 70 épisodes du forum du Parti de la France, c'est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour continuer l'émission sans se répéter et en se renouvelant de manière, oui, pertinente. Il faut se renouveler de manière pertinente. Ouais, Et je avec pense des. pas que ce soit le nombre de faits divers qui manque, même à l'année, c'est complètement dingue. Donc ça, de toute manière, vous pouvez toujours commenter, l'actualité, c'est toujours quelque chose de bien. Mais en dehors de la chaîne YouTube, moi, ça m'intrigue de savoir ce que propose, comme plan d'avenir, le Parti de la France pour les Français. Alors, on s'est mis récemment à Instagram, notamment, parce qu'Instagram, c'est le réseau social le plus utilisé par les 20-30 ans en ce moment, je crois. Hein. Je mets un peu de côté TikTok, mais il est vrai qu'on a beaucoup développé le TikTok, puisque je crois que le TikTok a fait 1,5 million de vues en un mois et demi, donc c'est quand même pas mal, c'est assez énorme. On a multiplié les shorts aussi sur YouTube. J'ai vu qu'on avait pas mal de shorts qui avaient atteint les 20 000 vues. C'est quand même vraiment, vraiment sympa. Donc, bref, on touche un public qu'on ne touchait pas avant, qui sont comment je pourrais dire, les jeunes FAF de 15 à 25 ans qui en ont absolument marre d'être dans la classe de Maghrébins et d'Africains et qui vont sur les réseaux pour essayer de trouver un média alternatif aux conneries qu'on leur vend, soit à la télé, soit sur YouTube. Et donc sur TikTok, ils vont suivre des comptes un peu radicaux et ils vont tomber probablement sur les TikTok du Parti de la France. Donc on touche un public qu'on ne touchait pas avant, depuis à peu près un mois. Donc je sais pas si c'est une résolution, mais en tout cas c'est une conséquence.
Et oui, je reviens vraiment sur nos racines. Nous soutenons bien évidemment, on est un peu dans le Front national de Jean-Marie Le Pen, hein, vous savez, la droite authentique et non reniée. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que notre président Thomas Joly était chez Jean-Marie Le Pen cet après-midi. Il était avec lui. Donc Jean-Marie Le Pen, on est toujours avec lui, on le soutient toujours, que ce soit mentalement, politiquement ou physiquement, puisque nous sommes toujours présents. Mais sur les résolutions, puisque moi je comptais parler d'abord des résolutions que la France devrait prendre avant de parler de celles du parti, mais puisque nous sommes, j'ai envie de dire, sur le sujet, restons sur les résolutions du parti. On a reçu les nouveaux stickers, je crois, hein, Pierre-Nicolas Nups, je ne sais pas si vous avez reçu la photo. Bah, Oui, nos j'ai nouveaux vu. stickers, ils sont magnifiques. Oui, ils sont très bien. Il y a une bonne amélioration de la charte graphique. Ça, c'est dû au rajeunissement des équipes de communication du Parti de la France, auquel j'ai quand même un petit peu participé, si tu sais bien. Absolument, absolument. Rappelle-nous grâce à qui tu es ici. Oui, effectivement, bah, Pierre-Nicolas Nups et son entourage, Maxime Morlon, Tanguy, pas encore à l'époque. Maxime, oui, Pierre-Nicolas Nups, Maxime Morlon et toute la troupe, toute la bande. Et oui, oui, la Toya, effectivement, alors vous êtes là plutôt en tant que spectatrice, peut-être adhérente du Parti de la France, mais déjà, comme amélioration, on peut parler du site internet. J'ai vu que la page de dons est mieux gérée qu'avant. Alors, je dis pas qu'elle était mal gérée avant, mais en tout cas, elle est beaucoup mieux gérée qu'avant. C'est beaucoup plus facile de faire des dons comme on souhaite, mensuels. On s'est inspiré, je crois, du site de Donald Trump pour le faire. C'est mon adjoint qui l'a fait. Et le site est bien fait et on a les notifications en temps réel quand on en a, etc. Et forcément, c'est pas quelque chose qui paraît intuitif, puisque je rappelle que nous sommes tous bénévoles et on n'est pas à temps plein. Donc vu qu'on n'est pas à temps plein, on essaie de faire les choses correctement dans un temps limité. Par exemple, vous avez dû voir que les entretiens du Parti de la France, et c'est une mauvaise résolution quelque part, ont diminué. Je parle des entretiens vidéo. Ils ont diminué parce que j'ai tout simplement plus le temps pour faire le montage. Le montage, c'est quelque chose que je faisais gratuitement et que je faisais, comment je pourrais dire, de manière très chronophage, puisque c'est très long, hein, le montage vidéo. Et là, on est baissé et j'essaie de tenir la résolution d'un entretien toutes les 2 semaines. Je ne pourrais plus en faire une toutes les semaines comme avant, puisque maintenant mon emploi du temps est beaucoup plus chargé. Euh, mais on essaie de tenir les délais et ça, c'est quelque chose de pas facile. Mais bon. La Toya, vous faites partie de la résolution en invitant des personnes que je n'avais jamais invitées avant et des personnalités, bon, je vais pas dire atypiques parce que vous pouvez prendre mal, mais des personnalités dont on n'avait pas forcément entendu parler sur nos canaux, c'est une forme de résolution. On donne la parole aux femmes. On a toujours donné la parole aux femmes, mais il y en a une femme de plus maintenant. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je sais pas si c'est une bonne résolution, mais en tout cas, moi, je fréquente, des gens de tous les bords parce que les rapports hommes-femmes ne concernent ni la droite, ni la gauche. C'est pas forcément, quelque chose de politique et donc on se retrouve, avec, des gens qui, soit ne comprennent pas, soit ils ont la haine, soit, ils ignorent totalement, comment équilibrer leur couple et bah, nous, on est un peu là pour leur donner des infos. Alors, on n'est pas là pour parler de fleurs, de pétales de rose, de bouteilles de champagne, hein, on est là pour parler pognon et obésité. Donc déjà, on n'est pas du tout, c'est assez trash, faut le une fois qu'on l'a pris dans la gueule, c'est très dur à encaisser, mais bah, en fait, ça prend du sens et donc du coup, on a, énormément de gens, peu importe, la couleur, la religion, le bord politique, on a plein de gens et donc bah, j'invite toujours les gens à venir, écouter, regarder, savoir ce qui se passe, savoir de quoi ils parlent, savoir s'ils peuvent pas changer d'avis, enfin voilà quoi. Et qui dit résolution dit évolution. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le rapport homme-femme ces dernières années? Bah, les écarts sociaux se creusent donc oui, il y a plus d'obèses, plus de femmes obèses et plus d'hommes, insolvables. Heu, Tant mieux parce que du coup, sélection oblige, les insolvables, et les grosses vont rester d'un côté et puis, les riches et les jeunes femmes minces sans enfants, de l'autre et Nup, c'est et puis bon, comment? que Pierre-Nicolas Nup, c'est insolvable. Ah oui, totalement. Bah, d'ailleurs, je posterai prochainement une petite conversation que j'ai eue avec un huissier qui ne manquera pas de vous faire rire. Bon, ceci étant dit, je suis insolvable, mais ne vous inquiétez pas, je vis très bien
bien au-delà de 85 des Français. Mais oui, je suis totalement insolvable, je ne paye pas un centime d'impôt, je ne paye jamais mes amendes, je ne paye absolument rien de ma poche. Ma philosophie est très simple, c'est prendre le plus et rien donner. Et c'est même pas une philosophie, je dirais, sadienne, totalement anticatholique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un acte de légitime défense face au système abominable et contre nature que nous combattons. Parce que moi, je suis politisé depuis plusieurs années maintenant. J'ai 32 ans, j'ai passé plus de 15 ans à faire de la politique. J'ai commencé de manière, entre guillemets, modéré. J'ai commencé au Front National, même si j'étais quand même un élément assez turbulent à l'époque. Et j'ai acquis au cours de mes années politiques, au cours de mes années d'expérience politique, la conviction que la politique qui est menée actuellement par nos dirigeants, que ce soit en France, en Italie, en Espagne ou ailleurs, j'ai acquis la conviction que la politique qu'ils menaient n'était pas due à de l'incompétence ou à un manque de volonté, mais qu'au contraire, elle était sciemment dirigée dans un but qui est celui de nous détruire. Alors ça, je suppose qu'une grande partie de nos auditeurs en ont parfaitement conscience, mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, ou qu'ils ont plutôt tendance à oublier, c'est que la politique de destruction de notre peuple qui est mise en place, elle se fait, elle est financée avec notre argent. C'est-à-dire que les salauds qui nous dirigent, qui nous gouvernent, utilisent notre pognon pour pouvoir nous détruire. Et moi, qui suis quelqu'un de cohérent, eh bien, je n'ai pas envie d'engraisser cet État obèse pour qu'il concourt à ma destruction. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, qu'on est obligé de se loger, de se nourrir, de s'habiller, etc. Même moi, je suis obligé de consommer. Et lorsque je consomme quelque part, eh bien, il y a au moins 20% de ce que je paye qui part dans les caisses de l'État au titre de la TVA. Bon, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais m'occuper de ça. Ça, c'est mes petites résolutions personnelles dont je ne fais pas forcément part dans cette émission radiophonique. Voilà, mais oui, pour répondre à tes questions de manière plus concise, oui, je suis complètement insolvable. Alors, je sais que la plupart des gens, ils ont du mal à le concevoir, notamment les groupes de gauchistes et de militants LGBT qui me font des procès parce qu'ils espèrent me tirer un billet alors qu'à l'heure Oui, actuelle, enfin, c'est pas ils n'ont rien difficile tiré. d'avoir un Ils n'ont rien tiré c'est du pas tout, mais difficile voilà. d'avoir un niveau, financier, plus élevé qu'un un gauchiste, hein. Je veux dire, ces gens-là sont très insolvables et on prône toujours ce qu'on n'a pas. C'est ce qui a déclenché, C'est ça. heu, la Seconde Guerre mondiale, donc ils sont là, ils sont pas contents, ils font leur merde, mais voilà, quoi. Ils font de la merde et c'est aux autres de payer les pots cassés. Et moi, je dis que je refuse de concourir à cet état d'esprit. Et du coup, c'est quoi le projet du Parti de la France pour ça? Attends, on répondra à Le la question projet, non, non, le projet du Parti de la que France, je il est posais. très simple. C'est de faire en sorte que les Français redeviennent maîtres chez eux, dans un pays libre, souverain, et qui serait de nouveau respecté. Alors déjà, cela passe par nos fondamentaux, c'est-à-dire par l'arrêt de l'immigration, l'expulsion de tous les allogènes inassimilés et inassimilables, et bien sûr, on est pour une réduction des charges fiscales, des impôts. Il y avait un type, bon, qui s'est un peu fait oublier aujourd'hui, mais qui avait une bonne philosophie. C'était un monsieur qui s'appelle Henri de Lesquen. Il avait inventé un slogan qui était plutôt pas mal, c'était moins d'immigrés, moins d'impôts. Bon, bah, c'est ça le projet du Parti de la France. Le projet du Parti de la France, il peut se résumer en un slogan, c'est moins d'immigrés et moins d'impôts. Et je pense que dès lors qu'on a un tant soit peu de bon sens, on ne peut être que d'accord avec ce genre de projet. Mais apparemment non, dans ce pays, les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ou alors ils votent pour des gens qui ne défendent pas ce genre de projet. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas le système politique français. Non, ils s'en foutent. Heu, Ils s'en foutent. ils ils veulent voter déjà pour un président alors que, bah, le président, il a pas des masses de pouvoir. Ils ne vont pas voter pour l'assemblée, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est ce qui compte le plus. Hem, Ils savent pas à quoi ça sert. ils ne savent pas à quoi ça sert, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne se déplacent pas de toute manière, ils ont la flemme. C'est la flemme, hein, qui a mis, les Français dans leur merde, hein.
Moi, je l'ai vu quand Macron, il est passé, pour la première fois, c'était très, les gens disaient: «Non, moi je vais pas voter, je vais pas voter». Bah oui, tu vas pas voter, maintenant tu manges ta merde, quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer et je pense que les Français sont frileux. Ils n'osent pas aller, au pragmatisme et à l'essentiel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est, rêver et en fait, le rêve, c'est comme le jour où, j'ai dit à ma mère: «Moi, plus tard, je veux être, artiste». Elle m'a regardée, elle m'a dit: «Certainement pas, les artistes ne mangent pas, ils vivent dehors». Donc je pense que la gauche, une bonne partie de la gauche représente, cette espèce de rêve, Alors, enfin, ils sont complètement dans l'utopie et hors sol, quoi. excusez-moi, Thomas Joly m'a envoyé un message qui était très drôle et ça m'a fait rire. Justement, revenons à cette dystopie. Pierre-Nicolas Nupes, vous avez parlé du fait que l'État français était dans la destruction du peuple français, et vous, la Toya, vous avez parlé du fait qu'il y ait une augmentation chez les femmes du nombre d'obèses et une augmentation pardon du nombre de personnes insolvables et de pouvoir d'achat qui baisse chez les hommes. Est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est corrélé? Est-ce que finalement, ce que vous dénoncez ne serait pas la conséquence de la cause dénoncée par Pierre Nicolas, à savoir la volonté de destruction du peuple français? Je sais pas s'il y a une volonté réelle, de la destruction, enfin si, de la destruction du peuple français sur les idées, oui, mais il y a une réelle envie, de fabriquer de l'argent. Il y a le capitalisme, est de plus en plus fort, il est de plus en plus cher, il est de plus en plus, lourd et Ah bon, c'est tu le trouves? capitalisme c'est le cap oui, oui, c'est le On ne va pas être capitalisme d'accord à ce sujet. qui gère les femmes aiment l'argent, les femmes sont vénales, heu et à partir de ce moment-là, bah, les hommes, leur seule façon de pouvoir, heu, accéder à une femme, très, très belle, heu, jeune, mince et sans enfant, et de moins de 30 ans en plus, donc ça va être de dépenser de l'argent et donc comme on est des hommes et des femmes et que, tout tourne autour du coït et du fait de perpétuer ses gènes, heu, bah, on a complètement envie, d'investir dans des femmes. On investit dans une femme, on investit dans une famille, dans un foyer. Oui, ouais, ouais. Bon, j'aimerais juste Excusez-moi, j'ai mon chien qui était en train de faire n'importe quoi, j'ai dû d'accord. couper le micro. On investit dans des foyers et dans des femmes. Heu, donc tant qu'il y aura de l'argent qui sera fait autour, alors 2 petites secondes, excusez-moi, je suis désolée. Que vous avez quelques animaux, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu après. Moi, j'aime bien en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas forcément, si ça vous intéresse, vous pourrez m'en parler en message privé. Je tiens un groupe Messenger d'animaux et on partage des photos de nos animaux. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai plus ou moins fait la connaissance de la Toya. Euh, on aime les animaux au Parti de la France. On aime même peut-être plus les animaux que les animalistes. Pierre-Nicolas Nupes, est-ce que vous vouliez rajouter, répondre quelque chose à la Toya? Oui, j'aimerais réagir sur ces considérations quant au capitalisme qui apparemment serait en train de manger la France ou quoi que ce soit. Non, c'est bien évidemment totalement faux. Ça, c'est un discours qui est tenu dans les facultés, c'est tenu par les gens de gauche, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. On essaye de nous faire croire que nous vivons dans un pays libéral ou ultralibéral. J'entends des gens parler d'Emmanuel Macron jusque dans nos rangs, comme du président ultralibéral. Et c'est vraiment insupportable d'entendre ça. C'est basé sur absolument rien de concret. Je vais vous donner un seul chiffre, puisqu'il faut être empirique. Nous avons en France 67% de notre PIB, de notre produit intérieur brut, qui est alloué à la dépense publique. Eh bien, c'est très simple. Quand on a 67% du PIB qui est alloué à la dépense publique, on n'est pas dans un pays capitaliste, libéral, ultralibéral ou que sais-je encore. On est dans le collectivisme déguisé. On est dans une France soviétique aujourd'hui. On n'est pas dans un pays capitaliste. Non, ça, je ne peux pas laisser dire des choses pareilles avec tout le respect que j'ai pour notre invité de ce soir.
Voilà, j'avais juste à réagir là-dessus. Bon et ensuite quant aux digressions sur les rapports hommes-femmes, eh bien je laisserai notre expert en parler à ma place. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, mais j'émets quand même, une question. Si, Oui? l'argent et le capitalisme ne dirigent pas les femmes, s'il n'est pas présent, s'il n'est pas Ah non, mais gourmand. j'ai pas dit que je n'ai pas dit que, l'argent et tout ça n'occupait pas une place importante pour les femmes. Je n'ai absolument pas dit ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une société, libérale. Aujourd'hui, si tu as envie de faire quoi que ce soit et d'ailleurs, je vais dire un truc qui va peut-être, vous faire sourire parce que dès lors qu'on parle du zizi, c'est toujours rigolo, mais allons-y. Admettons que demain, tu décides, la Toya, de prendre ton téléphone portable et de filmer tes sextapes. Voilà. Ou simplement, tu te filmes en train de te masturber, tu décides de te balancer sur un site, disons, allez, citons-le, tu décides de te balancer sur Pornhub. Tu prends ton téléphone, tu te masturbes, tu te filmes, tu te balances sur Pornhub. Imaginons maintenant que tu arrives à générer suffisamment de trafic sur tes vidéos, que tu arrives à gagner de l'argent de cette manière. Eh ben, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un monsieur du fisc qui va débarquer chez toi et qui va te dire que tu dois déclarer tes revenus. Au nom de quoi? Eh bien, on n'en sait rien. Tu n'as absolument rien fait. Tu as juste pris ton téléphone pour te filmer et on va venir chez toi et on va te dire que tu devras donner plus de 60% de ce que tu produis à l'État. Ça, c'est pas le capitalisme. Quand tu donnes plus de la moitié de ce que tu gagnes, ça s'appelle pas le capitalisme, ça s'appelle pas le libéralisme. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que les femmes ne sont pas intéressées par l'argent ou ne sont pas guidées par ça, mais objectivement, nous ne sommes pas du tout dans un pays libéral ou ultra-libéral. Nous sommes dans une France socialiste. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité qui est attestée par tous les chiffres et tous les gens qui sont inscrits dans le monde du travail le savent ou en tout cas devraient le savoir. Ils ont qu'à regarder la différence qu'il y a entre leur brut et leur net et ils vont tout de suite comprendre. Et je ne parle même pas des J'entends entrepreneurs, des gens qui dirigent les entreprises. j'entends parfaitement le discours, mais il me semble, il faudrait que je sorte les chiffres, que, le pourcentage de taxes qu'on va prendre aux Français, il est quand même, nettement, inférieur, à ce que l'on au bénéfice des entreprises et des produits qui sont vendus, donc au capital. Oui, ça, honnêtement, je ne suis pas un grand expert en économie, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je dis juste, peut-être que tu devrais expliciter un peu, mais ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que tout est ultra taxé et qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui se font beaucoup d'argent, mais s'ils se font beaucoup d'argent, c'est qu'ils en donnent plus de la moitié à l'État, à cet État obèse qui, plus nous ponctionne de l'argent, moins nous en donne. Les services publics sont dans un état catastrophique. On en était, il suffit simplement de se rappeler à la période du délire, du rhume, du Covid-19, qu'on on en était à construire des hôpitaux avec des tentes, des toiles de tente. On mettait plusieurs jours à construire des toiles de tente dans les cours des hôpitaux, alors qu'en Chine, ils faisaient sortir des hôpitaux en béton du sol en quelques jours. Alors, je ne sais pas quel est le pays le plus communiste des deux, mais c'est sûrement pas la Chine, hein. Je pense qu'Alexandre Ringer, qui est assez intéressé à la question chinoise, pourra en parler mieux que moi. Il aime bien qu'on parle de ça, mais non, je n'ai pas du tout l'impression qu'on vit dans un État capitaliste ou quoi que ce soit. Capitaliste, en tout cas, certainement pas libéral, hein, faut être tout à fait honnête. Alors c'est vrai qu'au Parti de la France, il y a un peu deux branches économiques, hein. On a quand même notre tendance, on a quand même notre ligne officielle, mais le Parti de la France intéresse tout autant des personnes qui sont pour l'abolition presque du capitalisme, comme au contraire son affirmation. Et ça, c'est quelque part, c'est beau parce que moi personnellement, j'ai toujours fait passer le social avant l'économie. Pour moi, c'est les gens qui font l'argent et certainement pas l'inverse. C'est pas l'argent qui fait les gens. Je suis assez neutre sur la question. Il y a Yanis Morio avec moi qui peut Oui, Mais limite. social, j'ai une attention, mais question, je veux bien qu'on Oui, soit Alexandre, social. j'ai une Oui, la Toya d'abord, peut-être. j'ai une question Alexandre, sur, ce que vous venez de dire. Hem, est-ce que ça veut dire que, votre, enfin la question que j'ai, concrètement, c'est, la ligne économique, du Parti de la France, elle se situe où exactement? Parce que, concrètement, le capitalisme, on peut pas y échapper, à aucun moment.
Bah, Je nous, vais on est répondre, je vais libéraux. répondre pour lui, on est libéraux, c'est très clair. D'ailleurs, tu n'as qu'à lire notre fiche Wikipédia, elle est plutôt bien faite, c'est pas nous qui l'avons écrite. Le Parti de la France est présenté comme un petit parti politique d'extrême droite, nationale et libérale. Voilà, nous, on se reconnaît dans le libéralisme économique. Alors, je sais que c'est un gros mot de dire ça aujourd'hui, parce que les gens, ils ont du mal euh, à dire je suis capitaliste, mais moi, je le dis ouvertement. J'ai pas de problème à assumer cet adjectif, hein. J'en assume des beaucoup moins socialement acceptables. J'ai pas de problème Alors, à dire moi, que je suis. personnellement, économiquement parlant, je serais plutôt d'accord avec vous. Mais je pense que la plupart des gens sont trop obsédés par le fait de pouvoir travailler à l'international pour acheter moins cher. On achète énormément de trucs de Chine qui valent que dalle. Acheter au moins cher et donc faire fonctionner tout sauf la France. Et quand Mais on va parce que chez c'est un trop cher. artisan français, moi Mais c'est- je le sais parce que dans la reconversion professionnelle que je fais actuellement, je suis en plein dedans, je fais de l'agriculture et concrètement, ce qui se passe, c'est que, bah, nous, on va devoir revendre plus cher et donc on intéresse potentiellement moins de clients parce qu'on est plus cher que la grande distribution et ça, c'est du capitalisme et le capitalisme ne partira pas. On ne peut pas Non, expliquer non, aux mais gens: c'est «Payez pas. ça Non, plus cher». mais ça, c'est pas du capitalisme. Au contraire, si jamais il y a des pays qui arrivent à vendre, à produire aussi bien, parce que soyons honnêtes, hein, ce qui est produit en Chine, c'est pas nécessairement plus médiocre que ce qui est produit en France par nos artisans. Il y, a il y a de la bonne qualité absolument partout. Non, si jamais il y a des pays qui se permettent de vendre moins cher que nous, c'est qu'ils produisent plus que nous, et c'est aussi parce qu'ils sont beaucoup moins taxés, et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas un code du travail qui est aussi épais que le nôtre. Voilà, c'est Je aussi simple que je ça. suis Le d'accord avec problème, vous. c'est le volume du code du travail. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas qu'il y ait des pays qui vendent moins cher. Oui, mais moi je sais, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des entrepreneurs, ils n'ont pas ouvert leur boîte en France. Ils ont ouvert leur boîte en Tunisie, un autre a ouvert sa boîte au Liban. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en France, c'est absolument impossible. Tu as envie d'ouvrir une entreprise en France, bah, peut-être que ça va t'arriver. Alors déjà, tu vas mettre des semaines et des semaines à dialoguer par formulaire CERFA avec des gens, mais absolument malfaisants et complètement cons et totalement incompétents. Et en plus de ça, ça va te coûter un pognon de dingue. Tu n'auras même pas commencé à immatriculer ta société pour pouvoir faire du business en France. Il va falloir que tu sois immatriculé au RCS, c'est-à-dire au registre des commerces et des sociétés. Alors rien que pour pouvoir s'immatriculer là-dedans, plus dans un journal officiel, ça va déjà te coûter 300 balles. Tu es déjà obligé de mettre 300 balles de ta poche. Et puis, je te dis pas tout ce que tu vas devoir faire après. Tu vas devoir faire un business plan. Tu auras à peine commencé ton activité, qui a l'URSSAF qui va sonner à ta porte et qui va te demander de verser des cotisations sociales pour des employés que tu as à peine. Non, ça, on n'est pas dans une France capitaliste. Et c'est pas le capitalisme qui fout la France en l'air. Ce qui fout la France en l'air, c'est le volume du code du travail. C'est aussi simple que ça. Et bien évidemment, notre politique fiscale communiste qui vise à ponctionner ce que les gens produisent pour pouvoir le réinjecter dans un état obèse qui nourrit des gens dysgéniques. C'est ça le problème en France. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études en économie pour comprendre ça. Je reprends, hop, la parole. Bien sûr, la Toya aura le droit de répondre, bien évidemment. Mais pour répondre à sa question globalement, oui, nous sommes libéraux, soyons très honnêtes. Nous sommes libéraux. Cependant, je disais juste qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout libérales, qui sont réceptives au discours du Parti de la France, parce que, j'ai envie de dire, c'est la concession. Des personnes acceptent de ne pas être alignées avec notre ligne officielle économique parce que, d'un point de vue social, ils considèrent que c'est plus important et je peux tout à fait les comprendre. Je peux tout à fait les comprendre. D'ailleurs, comme bonne résolution 2024, alors je ne sais pas si on va la tenir très longtemps, mais sachez que nous co-animons quelque part cette émission parce qu'il y a Yanis Morio à côté de moi. Bonsoir Yanis, comment allez-vous? Eh bien, bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend très bien. Salut Je Yanis. salut à tous les deux et puis aux auditeurs. Donc, je suis venu faire un petit coucou parce que comme demain, je monte aussi au BP, bah, du coup, je me suis dit, tiens, on va passer chez Alexandre. Comme je suis en transit en train de vider mon appartement, bon, c'est plus convivial ici. Tout à fait, j'espère que tu aimes ma maison. Euh, et tu vas dormir ici. J'ai même connu cette maison avant toi. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Bah, c'est grâce à toi que j'ai un peu cette maison. C'est grâce à toi que j'ai cette maison. Bref, nous digressons, nous digressons. Cher Latoya, bien évidemment, si vous voulez répondre à Pierre Nicolas Nups sur son laïus sur le capitalisme, vous pouvez, il n'y a pas de problème.
On avait Non, non, invoqué la je suis complètement d'accord, c'est pour ça que j'ai rien trouvé à redire. En fait, on parle pas forcément de la même chose, c'est-à-dire que moi, je parle du capitalisme, de ce que fait le capitalisme sur les couples français, ce qui fait sur les gens, en fait, tout simplement, hein, et lui, il parle de la déchéance de la France, quoi. Et donc, bon, là, on se sépare sur le truc, mais on n'avait pas le même sujet, en fait, je pense, parce que finalement, je suis plutôt d'accord avec lui. Voilà, quoi. bonheur. Nous attendons évidemment votre adhésion, évidemment. Pierre-Nicolas, vous avez la parole. Oui, quelle est la question? Excuse-moi. Allô? Je vous ai laissé la parole. Allô, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, est-ce que tu m'entends? Donc, Tout à tu me dis, tu me demandes de réagir, mais quelle est la question? Bah, j'ai vu que vous aviez allumé votre micro. Du coup, je me suis dit: «Bah, il veut parler, donc je vais le laisser parler», c'est pour cela. Ah non, non, mais moi, Heu, je suis le fil. Moi, je réponds aux éléments, aux petites babales que tu m'envoies, c'est tout. Comme un petit chat. comme un petit chat. Tina. Comme Tina, nous dit Yanis Mori. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tina, c'est mon chat. Faudrait que je fasse une émission sur mon chat un jour. Non, non, mais je dis ça de manière très sérieuse parce que c'est indirectement, si vous voulez, grâce à mon chat que j'ai trouvé la foi catholique. Non, mais Donc on est quand même je vois que ce qui intéresse la Toya, il n'y a pas de mal à ça, c'est les relations hommes-femmes. Alors, si on peut parler, je ne sais pas si tu as une question ou un point spécifique à développer là-dessus dans le déroulement de ton émission. Tu as quelque chose là-dessus ou je peux y aller maintenant? Bon, bah, je vais partir du principe que je vais y aller allez, maintenant. allez-y. Euh, le, le problème en Occident aujourd'hui, c'est que l'avenir de l'homme, c'est d'être divorcé et de payer une pension alimentaire à sa femme qui se barre avec la moitié de son pognon, la garde de ses gosses et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Si vous étudiez les statistiques de la divorciabilité, entre les années 80 et aujourd'hui, il y a à peu près un couple sur deux qui divorce. C'est comme ça. Plus, évidemment, ceux qui ne sont pas mariés, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Mais c'est ça. L'avenir de l'homme en Occident, c'est de divorcer et de payer une pension alimentaire à sa femme qui se barre avec ses gosses et la moitié de son pognon. Moi, à titre personnel, je refuse de jouer avec ces règles du jeu. Et si jamais la société a été corrompue, ce n'est pas par un quelconque esprit de capitalisme ni quoi que ce soit. Je ne pense pas que les femmes d'aujourd'hui soient de moins bonne qualité, si j'ose dire, que celles qu'il y avait à l'époque de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Les femmes sont exactement les mêmes créatures qu'elles étaient hier, c'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, certains mouvements, notamment féministes, ont détruit toutes les barrières morales et même, en quelque sorte, presque physiques qui ont été construites autour d'elles. Prenons par exemple les Arabes que nous apprécions beaucoup ici. Eh bien, eux, leur solution pour régler la question des rapports hommes-femmes, eh bien, c'est la violence. Parce qu'ils ont des QI qui atteignent péniblement les 90, ce sont des abrutis, pour la plupart d'entre eux. Attention, je n'ai pas le droit d'essentialiser, parce que si j'essentialise, je vais me faire convoquer à la police. Voilà, donc la plupart d'entre eux sont des abrutis, et la solution qu'ils ont trouvée pour régler les problèmes hommes-femmes, eh bien, c'est la violence, c'est-à-dire les terroriser, les mettre dans des burqas, leur couper la main, les lapider, leur jeter de l'acide dans la gueule, etc. Nous, on avait des ancêtres qui étaient tout de même un petit peu plus sophistiqués que ça. Les femmes avaient un peu plus, comment dirais-je, de liberté que dans le reste du monde. Elles avaient les mêmes libertés qu'aujourd'hui, c'est juste qu'il y avait des bornes qui les empêchaient de trop déraper. Il faut savoir qu'avant avant les années 50, jusqu'à ce qu'elles deviennent citoyennes, les femmes n'avaient pas le droit de posséder un compte en banque. Elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Le divorce, la contraception, l'avortement, tout ça, ça n'existait pas. Alors forcément, dans les années 30, il n'y a absolument rien qui empêchait à une bonne femme de se comporter comme se comportent la plupart des lycéennes d'aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'une fois qu'elles sont enceintes, eh ben, elles sont obligées de rentrer dans le rang, étant donné qu'elles ne peuvent pas subsister tout seules sans le concours d'un homme. Sans le concours d'un homme, la place de la femme dans la société en France, dans un pays traditionnel, eh bien, c'est soit au bordel ou soit dans un couvent. Bon, bah, on a décidé de sortir les femmes dans leur rôle de mère,
d'administratrices du foyer, on a décidé de les sortir des bordels et des couvents, et bien résultat, on en paye le prix aujourd'hui. Mais ça, c'est pas le capitalisme qui a voulu ça. Alors, je vois qu'on accuse le capitalisme de tout un tas de choses. On accuse, par exemple, de faire des discriminations à l'embauche. C'est absolument ridicule. Si jamais ça coûte moins cher d'embaucher une femme, le capitalisme, lui, il ne regarde pas le sexe. Et si ça coûte moins cher d'embaucher une femme dans une entreprise, eh bien, on va embaucher que des femmes. Et c'est bien évidemment pas ce qu'on fait. Si les femmes, elles sont moins bien payées que les hommes, c'est tout simplement parce qu'elles ont plus de congés maternité, plus de congés maladie, et aussi parce qu'elles font un travail qui n'est peut-être pas forcément égal à ceux des hommes. Voilà, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. La déliquescence morale de la société, elle a été voulue par nos politiques, elle a été voulue par des mouvements sociaux qui ont porté cette décadence au titre d'institutionnalisation. On a institutionnalisé cette décadence et le capitalisme n'a rien à voir dans tout ça. C'est quelque chose que j'aurais tendance à reprocher à la droite et l'extrême droite en règle générale, c'est de mettre un peu de côté tout l'aspect économique français. euh, pour mettre en avant les sentiments, pour mettre en avant ce qui veut pas dire que c'est pas, quelque chose qui est, à mettre de côté, mais disons que les chiffres et la thune, c'est quand même super important, quoi. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça, mais le souci, c'est qu'autrefois, à l'époque, par exemple, de mes grands-parents, qui sont tous les deux décédés maintenant, eh bien, un seul salaire suffisait pour entretenir toute la famille, alors qu'aujourd'hui, 2 salaires ne suffisent plus. Il est absolument évident que ce qui cause un grave problème dans l'économie et vis-à-vis du chômage, c'est le travail des femmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, qu'il faut interdire aux femmes de travailler, mais si jamais les femmes n'avaient pas le droit de travailler, eh bien forcément, il y aurait 2 fois plus d'emplois de libres, étant donné que la moitié des travailleurs, ce sont des femmes. Voilà une des causes du chômage, etc. Alors, bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse accuser nécessairement le capitaliste de cet état de fait. Non, ce sont les mouvements sociaux qui ont voulu ça. Je dirais, les nouveaux rapports hommes-femmes qui ont détruit la source, je dirais, pas la source, mais la cellule de base de la société qui est la famille. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Non, il y a pas de oui, oui, non, mais je suis d'accord et puis, je suis plutôt d'accord avec vous, depuis le début donc voilà, maintenant, moi, je pense qu'on a besoin du capitalisme. Je pense qu'on a besoin une économie qui découle. Je pense qu'on a besoin de gens qui se mettent à découvert, qu'on a besoin de gens qui se mettent dans la merde. C'est beaucoup trop important pour les classes un peu plus hautes, quoi. Le... C'est inévitable d'avoir des pauvres et des riches. C'est inévitable. Oui, et puis bah, je ne sais pas si on a prévu de faire toute une soirée sur sur des questions économiques qui sont assez bardantes. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont finir par s'endormir. Mais je pensais que la question du capitalisme avait été définitivement réglée avec la chute du mur de Berlin en 1991, dans les années 90. On n'a jamais réussi à trouver une meilleure doctrine économique que celle-là. Et partout où il n'y a pas de capitalisme, eh bien, c'est la merde, c'est la misère, c'est la famine, c'est ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'au Venezuela, où Chavez a défendu la liberté de son peuple de crever de faim, eh bien, on vit mieux qu'aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Alors, c'est vrai que dans les systèmes capitalistes, il existe des pauvres, mais la pauvreté, en revanche, c'est une anomalie. Ce n'est pas une pauvreté institutionnalisée. Ce n'est pas un système dans lequel on va fabriquer des pauvres parce qu'on les aime bien. Et qu'est-ce que c'est qu'être pauvre aujourd'hui en France, par exemple? Ou qu'est-ce qu'être pauvre aux États-Unis, dans une société authentiquement capitaliste? Eh bien, ça veut dire que vous allez bouffer, alors certes, vous n'allez pas manger du caviar ou du foie gras tous les jours, mais vous ne crèverez pas de faim. Et d'ailleurs, l'obésité, qui était autrefois un problème qui était plutôt réservé aux catégories de population les plus élevées, la noblesse ou la très grande bourgeoisie, eh bien aujourd'hui, l'obésité, c'est un problème de pauvres. Aujourd'hui, les pauvres, ils ont tout le loisir d'être obèses. Ils mangent à leur faim, alors peut-être pas forcément les produits de la meilleure qualité, mais personne ne crève de faim chez nous. Et bien ça, c'est grâce au capitalisme, c'est grâce au peu de libéralisme économique qui existe encore aujourd'hui. Dans tous les autres pays qui n'ont pas connu le capitalisme, je vous garantis que c'est la merde.
Je suis aussi totalement d'accord avec ça, j'ai rien à redire. En tout cas, mes chers camarades, ah, Pierre-Nicolas Num, j'ai vu que vous aviez allumé votre microphone. En tout cas, je peux continuer sur nos sujets de conversation. Parlons pas d'économie tout le long, parce que l'économie, finalement, il est vrai que ce n'est pas le sujet de ce soir. On avait déjà fait une émission sur l'économie, il me semble. On a fait une émission avec Frédéric Delavier, qui avait duré 4h30. Oui, je me souviens. Ah oui, vous vous souvenez? Oui, oui, je l'avais écouté aussi. Je crois qu'elle avait duré 4h30. Alors, en 4h30, on n'a pas parlé que d'économie, on a parlé un peu de tout et n'importe quoi. La calorie. La calorie, n'est-ce pas? Et on avait parlé aussi avec Maxime Leroy aussi, l'économie, sur une autre émission. Donc je pense que nous avons notre dose. Enfin, notre dose, on pourra en refaire à l'occasion, mais pas ce soir. Revenons quand même sur les résolutions, puisque maintenant que j'ai un nouveau protagoniste qui est avec moi, Yanis Morio. Oula. Alors, votre résolution, déjà, c'est pas de me piquer mes affaires devant moi, c'est pas très malin. Quelles sont vos résolutions pour 2024? Après, je dirai les miennes. Eh ben, j'en prends jamais vraiment de manière formelle, parce que bon, je me dis, bon, de toute façon, on les tient jamais. Donc, le mieux, c'est de prendre des résolutions quand on vient de faire une connerie et de se dire, celle-là, je ne la refais pas. Ça, je pense que c'est les meilleures résolutions qu'on peut prendre. Sinon, bon, si je veux vraiment faire comme l'homme politique, voilà, qui parle dans les magazines, effectivement, oui, je me suis remis au gainage. J'avais commencé l'an dernier, mais j'étais interrompu parce que j'avais été blessé à un os mal placé pendant quelques temps, donc je ne pouvais plus gainer. Mais là, je m'y suis remis. Je commence à retrouver mon minutage normal, donc je devrais reperdre un peu le ventre inesthétique qui commençait à redevenir proéminent. Eh ben, ça fait beaucoup de mots compliqués, chers amis. En tout cas, moi, mes résolutions, alors, les résolutions, elles sont pas tant dans le côté physique, même si je devrais, effectivement, je ferai ça 2025. Non, c'est plutôt du côté spirituel. Déjà, tout d'abord, j'essaye, enfin, j'espère me faire baptiser en 2024. J'espère que je serai prêt pour le baptême, parce que je ne suis pas baptisé. Je sais pas si vous le savez. Ah, je Ma pensais conversion. que tu étais baptisé, moi. Non, non, pas encore. Ah, donc tu es Pas encore un mécréant, alors. Un païen. Un catéchumène, un catéchumène. Un catéchumène. C'est plus joli Il a qu'un déjà passé mec. le pas de la porte. Il a déjà passé le pas de la porte. Tout à fait, j'ai passé le pas de la porte de l'église catholique, qui est très bien. Moi, je suis très content. Moi, que ce j'allais soit- à l'église tous les dimanches quand j'allais au bordel, mais vu que maintenant je n'y vais plus, alors forcément, je mets beaucoup moins les pieds dans les églises. Je ne demeure pas moins un incorrigible pécheur. Nous le sommes tous. Oui, tout à fait, nous le sommes tous. Après, moi, je vais pas dans les bordels, mais on va pas juger, on va pas hiérarchiser les péchés. C'est encore un jeune garçon. Les... Déjà, en plus, j'apprends tout, la différence entre les péchés véniels et les péchés mortels, la confession. Moi, j'ai pas le droit de me confesser, par exemple, je suis pas baptisé. Ben, je peux pas. Mais quand je serai baptisé, logiquement, au moment du baptême, tous tes péchés précédents sont confessés. Attaquez-moi. La première confession, je l'avais faite, que j'étais aussi baptisé tardivement. La première confession, je l'ai faite le dimanche suivant. Ah, le dimanche suivant Suivant le baptême. Ok, donc t'as eu le temps de pécher. Nous sommes des hommes, malheureusement. Nous avons toujours des mauvaises pensées, des mauvais actes, des choses à nettoyer. C'est véniel, les péchés, les pensées. Ça dépend si tu y penses trop fort. Ah, d'accord. Ça dépend du volume de la pensée. Ok, très bien. Bref, voilà, donc moi, ma résolution première, donc c'est le baptême. Voilà. La deuxième, c'est de réussir mon année de bachelor et mon inscription en master qui commence dès la semaine prochaine, hein, donc c'est vraiment dès le début de l'année. On va faire un petit master, on va voir si, en espérant être accepté. Et enfin, peut-être, potentiellement, je parle peut-être un peu vite, mais de toute façon, ce n'est pas très grave, me fiancer. Voilà mes 3 grandes résolutions de cette année. Après, il y a des mini-résolutions un peu plus petites, mais ça, c'est les 3 grandes lignes. Globalement, moi, j'en ai terminé avec cette histoire de résolution. Je vous suggère, messieurs, dames, cette fois-ci, que nous passions aux actualités. Alors, vous devez connaître PepsiCo, Pepsi Company, n'est-ce pas? Alors, à titre informatif, Pepsi Company, je crois que sur le plan international, c'est 2 fois plus rentable, ça a 2 fois plus de chiffre d'affaires que Coca-Cola Company. Alors PepsiCo, c'est 7-Up, c'est Ben Nuts, c'est Doritos, c'est Lipton Ice Tea, c'est les Chips Lay's, etc., etc. C'est beaucoup de marques qu'on ne sait pas forcément. D'ailleurs, tout le monde ne sait pas quelle marque appartient à quel groupe. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pepsi Company a demandé à Carrefour une augmentation des prix, une énième augmentation des prix à cause de l'inflation notamment. Et Carrefour a décidé de virer tout simplement tous les produits Pepsi Company de leur enseigne. Est-ce que, genre, je sais que j'avais dit qu'on allait s'éloigner du sujet de l'économie, mais bon, l'actualité nous y replonge. Et voilà, chasser le naturel, il revient au chameau.
Comment ça se passe? Comment vous, vous sentez cette histoire d'inflation? Est-ce que l'inflation, à cause notamment de la Covid et de plein d'autres mauvaises gestions de dossiers, va continuer cette année? Ou est-ce que, au contraire, vous pensez que nous allons réussir, étant donné que nos élites veulent nous protéger, bien évidemment, est-ce que nous allons réussir à résorber cette inflation? Je donne la parole d'abord à Latoya. Bah, écoutez, dans la mesure où, à chaque quinquennat, c'est toujours la même merde pendant 4 ans, qu'on nous tire sur la ceinture et au dernier moment, ils relâchent tout pour faire oublier aux Français qu'ils ils ont vécu dans la merde et on se dit: «Ah, c'est pas si pire». Hem, je saurais pas trop, je saurais pas trop quoi dire de cette affaire. Hem, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que là, franchement, honnêtement, non, ça me j'ai absolument rien à dire sur Pepsi et Carrefour, c'est leur problème, dans lequel je me sens absolument pas concernée. Vous, monsieur Nups, est-ce que vous vous sentez davantage concerné? Ben, écoute, moi je vais dire que je fais confiance avec un grand sourire en coin à notre Mozart de la finance, hein, qui nous avait promis des tas de choses, et finalement il n'y a absolument rien qui bouge, ou en tout cas rien qui bouge dans le bon sens. Non, tu avais parlé tout à l'heure des délires de Covid, du confinement, etc. Alors moi qui m'intéresse à l'économie de manière, je dirais, assez limitée, j'ai juste quelques bases, je n'ai pas la prétention d'être un expert dans ce domaine, il y en a d'autres qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je dis que lors du premier confinement, selon un certain nombre d'experts en économie et selon certains rapports que j'ai lus, eh bien, pour pouvoir remonter la pente, le gouffre qui a été creusé, rien que pour le premier confinement, eh bien, on devrait mettre un peu plus d'une génération, on devrait mettre 20 ans pour pouvoir le remonter. Et je te rappelle que des confinements, on en a eu quand même plus de 3 à 4, je ne sais plus combien on en a eu, mais on en a eu pas mal. Alors je crois que pour pouvoir régénérer l'économie monde, eh bien, certains de nos dirigeants, je ne veux pas rentrer dans des sphères trop complotistes, mais vont devoir organiser un certain nombre de cataclysmes pour pouvoir remettre l'économie en marche. Et je crois que malheureusement, certaines catégories plus, comment dire, plus vulnérables de la population vont en pâtir et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises et que plus on va avancer dans le temps et plus les temps vont devenir durs. Alors c'est un peu catastrophiste comme analyse, mais en tout cas c'est la mienne. Et vous, monsieur, je vous laisse la parole tout de suite, Latoya, mais juste avant, je voudrais savoir, monsieur Morio, est-ce que vous vous concernez par l'absence de distribution par Carrefour de Pepsi et compagnie? Alors non, je suis pas concerné spécialement par le manque de produits de la société Pepsi, dans nos rayonnages. Je serais beaucoup plus embêté si ça concernait les sociétés Pernod Ricard ou Castel, par exemple. Et ben voilà qui est fait. Latoya, vous vouliez rajouter quelque chose? Latoya, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu. Latoya, voilà, C'est moi qui est en train de manger. ah, mais pas de souci, bon Excusez-moi, appétit, Latoya. excusez-moi. Ben Tu non, parles pas pas la bouche pleine. particulièrement. Pardon. J'ai pas particulièrement grand-chose à rajouter là-dessus, quoi. Enfin, Pepsi, on s'en fout, quoi. On s'en fout, mais royalement. Bah, on s'en fout, oui et non. En réalité, pour être un petit peu plus sérieux, si jamais d'aussi grandes sociétés qui brassent des milliards ont du mal à se faire distribuer, eh bien, ça n'augure rien de bon pour, pour les consommateurs que nous sommes et pour d'autres qui n'ont pas de tels moyens, qui n'ont pas les reins aussi solides. Alors, Yanis, il nous dit qu'il serait bien plus embêté si on ne distribuait pas du Pernod ou du Ricard. Bien, certes, Yanis, qui est un grand consommateur de Pernod et de Ricard, eh bien, il s'est peut-être aperçu que la bouteille de Ricard, eh bien, elle n'est plus tout à fait au même prix que lorsqu'il commençait à en boire. Alors, tout ce qui est inflation, tout ce qui est délire économique, etc., ça a une répercussion dans notre vie de tous les jours. Et si des sociétés comme Pepsi n'arrivent plus à distribuer sur notre territoire, si jamais ils ont des problèmes d'acheminement,
eh ben, je pense qu'on devrait plutôt s'en inquiéter. Sans compter du problème, bien sûr, sans compter du problème de l'immigration. Alors, on va dire qu'on y revient systématiquement, mais vous savez, moi, je me souviens, lors du premier confinement, il y a eu des délires totalement conspirationnistes qui avaient circulé sur les réseaux sociaux. On nous avait dit, par exemple, que les chaînes d'alimentation allaient être coupées et qu'on ne pourrait plus aller acheter de la bouffe dans les supermarchés. Rappelez-vous, c'est peut-être même que vous en avez fait partie. Vous avez vu tous ces espèces de demeurés se jeter sur les papiers toilettes dans les supermarchés, sur les plats de pâtes, sur le riz, etc. Bon, ça, c'était un petit peu rigolo. Mais imaginez que ce soit vrai. Imaginez que demain, imaginez qu'on ne puisse plus aller acheter de la bouffe dans son Carrefour City, chez Auchan, chez Cora ou quoi que ce soit. Imaginez que les chaînes d'alimentation soient coupées, ne serait-ce même que pour une petite journée, ne serait-ce même que pour 24 heures. Mais qu'est-ce que vous croyez qui se passe en moins d'une journée? En moins d'une journée, vous allez voir tous les Zoulous que vous voyez à la télévision foutre le bordel le jour de l'an, mettre le feu aux voitures, ceux qui sortent dans la rue pour tirer avec leur fusil d'assaut en face de la police, etc. Mais en moins de 24 heures, ils sont dehors et ils foutent le bordel. Et ils viendront chercher chez vous ce qu'ils estiment avoir le droit de prendre. Voilà ce qui va se passer. Effectivement. Alors, faut savoir que j'ai pas mal d'anecdotes sur Pepsi. C'est même pas pour préparer l'émission, hein, c'est juste que d'une manière naturelle, je suis très curieux, voilà, de nature, donc j'aime bien me renseigner sur les marques, surtout les grosses marques. Et Pepsi, effectivement, c'est une entreprise que je connaissais plutôt bien. Et plusieurs anecdotes assez rigolotes. Pepsi, à un moment donné, et c'est pas une blague, c'est pas qu'une entreprise de boissons et de chips, à un moment donné, a possédé la sixième plus grande armée du monde. C'est-à-dire qu'elle avait une armée équivalente, si vous voulez, à la France. De manière très globale, pour résumer l'affaire, c'était à la chute de l'URSS. Et les Russes achetaient leur Pepsi avec de la vodka. Ça peut paraître très cliché, mais c'est très vrai. Et à un moment donné, Pepsi en avait un peu marre d'avoir plein de vodka et ils leur ont dit qu'ils voulaient troquer contre autre chose. Donc forcément, les Russes, ils se sont dit, ah bah tu vois les porte-avions là, Sergueï, bon, on va leur donner les porte-avions. Et à un moment donné, c'est vérifiable, hein, c'est vérifiable sur la fiche Wikipédia de la biographie de Pepsi, c'était la sixième plus grande armée du monde. C'est quand même intéressant. Il faut savoir aussi que Pepsi était responsable d'une guerre courte, d'une guerre aux Philippines. En gros, ils ont fait une loterie où un numéro spécial devait apparaître, et si ce numéro spécial apparaissait sur une canette de Pepsi, la personne devenait quasiment pas millionnaire, mais l'équivalent de 50 000 euros, quoi, à peu près. Et il s'avère que, suite à une erreur d'impression, toutes les canettes de Pepsi aux Philippines avaient ce numéro gagnant. Donc tout le monde avait gagné potentiellement 50 000 euros. Pepsi refusant de payer, bah, c'est parti en grosse émeute presque guerre et il y a eu des morts. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote. Cher Yanis, j'en ai encore d'anecdotes sur Pepsi, mais on va pas faire une soirée spéciale Pepsi, hein, on a autre chose à faire. Cher Yanis Morio, vous êtes là, quoi, animé avec moi, donc je vais en profiter. J'aimerais que vous nous parliez plutôt des réparateurs d'électroménagers qui se goinfrent intégralement la prime réparation en augmentant les tarifs. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très écolo. Alors, je n'ai pas suivi l'affaire. Je sais que j'ai entendu parler de ça, c'est relatif aux inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais. Mais non, pour le coup, je ne saurais pas trop quoi dire. J'ai pas une expertise en électroménager remarquable, donc je pense que. Heureusement, on a la Toya qui est une femme qui pourra peut-être nous Oh, éclairer. je te Eh ben, laisse mettre. écoute, tu ne crois pas si bien dire. J'ai acheté un four il y a quelques jours et ils m'ont fait cette fameuse assurance, machin truc, qui fait augmenter le prix. En disant oui, mais maintenant. Et d'ailleurs, je lui ai dit à la nana, parce qu'elle m'a fait tout son laïus en disant oui, mais maintenant, vous savez, on a du matériel chinois, blablabla, blablabla. Et elle me fait tout son truc pendant, je sais pas, peut-être 40 secondes, c'est très long en fait, hein, 40 secondes à écouter de la merde. Et je lui ai dit, mais vous êtes en train de me dire que vous voulez me vendre une garantie pour du matériel qui ne fonctionne pas. Elle me dit: «Non, c'est pas ça, mais vous savez, aujourd'hui, nanana», elle commence à se justifier. Je lui dis: «Oui, vous êtes en train de me dire que je dois payer plus cher pour une assurance pendant 5 ans, parce que vous vendez de la merde». Elle savait Obsolescence plus programmée. c'est ça, et elle savait plus où se mettre. Mais clairement, elle savait plus où se mettre. Alors j'ai pris le truc, mais avec l'assurance des 5 ans parce que
Je sais que ça m'énerve puisque, l'année dernière, je me suis acheté un superbe, lave-linge, sèche-linge, tout bien comme il faut et le machin m'a pété dans les pattes au bout de 8 mois. Bah, si tu as pris l'assurance, c'est pas très grave, mais si jamais tu dois racheter la machine, c'est un peu plus chiant. Bon, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. On peut le déplorer, mais Le Effectivement. fait qu'on Allez-y. achète se détériore, énormément enfin, se détériore très, très vite ou il y a, des pièces qui, sont mal foutues ou alors c'est des pièces qui ont été recyclées donc oui, on a de plus en plus de problèmes, même dans le choix de nos meubles, hein, on a des vieux meubles en teck tout pourris qui tiennent pas, enfin, en fait, tout est programmé pour ne pas durer et donc consommer. Voilà, qui est contradictoire avec, comment je pourrais dire, la promesse de l'écologie, hein, finalement. On m'a expliqué qu'on on devait être écolo, qu'on devait être, comment je pourrais dire, prudent, être sain, SAIN. Bah, finalement pas du tout, finalement pas du tout. Les lobbyistes s'engagent très bien. L'actualité suivante, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire tout de suite. C'est tout simplement les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh. Ah, bon bah l'actualité Bon, suivante. non, mais t'as pas des questions sur les Arabes, Alex, putain. Alors si justement Darmanin qui se Ah, ben félicite, merci. voilà, Darmanin qui se félicite d'un nouvel an calme, alors que c'était tout aussi violent que les nouvel an précédents. Est-ce que vous avez trouvé que je sais pas moi, Gérald Darmanin a bien respecté ses promesses? Bah, Gérald Darmanin, il respecte bien ses promesses de dissoudre les groupes nationalistes, patriotes ou catholiques, et puis qui parfois n'ont jamais été confrontés à la justice. Je pense par exemple à l'association Academia Christiana, qui a été dissoute parce qu'ils pensaient dissoudre autre chose. Ils les ont pris pour Civitas. C'est toute la compétence de notre ministre de notre ministre de l'Intérieur. Il n'est déjà pas capable de lire correctement les rapports qui arrivent sur son bureau. Alors pour rétablir la sécurité, je rigole, quoi. Non, ce qui se passe, c'est que d'année en année, cela empire. D'année en année, il n'est plus possible de sortir de chez soi sans risquer de prendre un coup de couteau dans le bide. Je crois que c'est 130 agressions au couteau par jour. Et le jour de l'an, eh bien, on en est aujourd'hui à comptabiliser le nombre de voitures brûlées avec des fonctionnaires qui font en sorte de ne pas comptabiliser certains chiffres parce que si jamais ils sont comptabilisés, eh bien, ils sont en quelque sorte plus ou moins pénalisés vis-à-vis de l'opinion publique. On en est là, on en est à comptabiliser le nombre de voitures qui sont brûlées et au nombre de gens qui sont agressés. Je crois, le chiffre que j'ai vu pour pouvoir sécuriser les champs de Mars au cours de la soirée du réveillon du 31 au 1er janvier 2024, c'est 90 000 flics. Non, mais je sais pas si tu te rends compte, 90 000 flics, mais c'est la taille d'une petite armée. On a littéralement eu une armée de flics pour protéger le réveillon et on va avoir à peu près la même chose pour protéger des Jeux Olympiques sur Paris. Non, Moussa Darmanin doit démissionner. Moussa Darmanin doit réémigrer sur la terre de ses ancêtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos, Latoya? Oui, plus ou moins, moi, la question que je voulais vous poser, c'était, il semble que Darmanin, pourrait se présenter. Il pourrait. Qu'en pense le parti de la France? Oh bah, si je peux parler au nom du Parti de la France, puisque je suis ici, j'en suis un de ses cadres. Oui, c'est pas impossible. Après, je ne pense pas que ce serait meilleur ni pire que ce qu'on a déjà. Ce qui est important, c'est pas le candidat qu'on aura en face de nous. Ce qui est important, c'est quel candidat de la droite nationale pour s'opposer face à ces gens. Et au rythme où cela va, malheureusement, je crains que nous allons avoir encore Marine Le Pen en face de ces gens. Ce serait dommage parce que vous avez le très charismatique, Jordan Bardella, il me semble. Mmh. Oui. Bon, mais le souci, c'est pas pour dire du mal de Jordan Bardella, mais Jordan Bardella,
il est très politique dans le mauvais sens du terme. C'est que c'est un très bon politicien. Il fait tout ce qu'il faut faire par rapport à sa carrière personnelle. Être président de parti politique, surtout du Rassemblement national, quand on n'est pas issu de la famille Le Pen, bon, il en fait presque partie maintenant, c'est plutôt pas mal. Effectivement, il parle bien. Ses analyses sur les plateaux de télévision ne sont pas trop mal, mais quand cela se traduit par des actes politiques, au final, il n'y a rien. Aujourd'hui, Jordan Bardella, il est président d'un mouvement dont les 89 députés ont voté le projet de loi immigration. D'ailleurs, puisqu'on parlait de Gérald Darmanin tout à l'heure, Gérald Darmanin himself avait nommé ce projet de loi immigration le projet de loi anti-Marine Le Pen. C'est un projet de loi anti-Marine Le Pen, c'est un projet de loi qui vise notamment à régulariser des centaines de milliers de clandestins, c'est un projet de loi qui vise à faire rentrer des travailleurs, à régulariser des immigrés qui viendraient travailler dans nos exploitations agricoles, puisque soi-disant, comme en Italie, on aura un déficit de travailleurs agricoles, il faudrait faire venir des immigrés pour les remplacer, ce qui est totalement faux, évidemment. Ça vise également, c'est un projet de loi qui visait à empêcher des incarcérations de mineurs étrangers. Un projet absolument délirant, un projet qui est bien évidemment anti-patriote, c'est la loi immigration pour favoriser l'immigration et non pas pour la limiter. Eh bien, il se trouve que ce parti politique-là a voté ce projet d'immigration et que Gérald Darmanin a même félicité, il a été étonné de la servilité dont pouvait faire preuve Mme Le Pen et le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, face à ce projet de loi. On a des députés qui sont totalement aphones, on ne les entend pas. Il y a 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale et c'est comme s'il n'y en avait aucun. Je peux vous garantir que s'il y avait ne serait-ce qu'un député, 2 ou 3 du Parti de la France à l'Assemblée, on n'aurait pas assez pour constituer un groupe, mais croyez-moi, on ferait un bruit et un bordel qui est tel qu'on parlerait de nous, mais tous les jours. Tous les jours. C'est bien vrai, je peux le confirmer. D'ailleurs, Thomas Joly on avait déjà fait une illustration. Pas en tant que député, malheureusement, mais dans une émission où il disait. Mais c'est ça, mais justement, mais ça, c'est aussi quelque chose que je ne comprends pas. Un député, ça gagne quoi? Ça gagne, si ça se démerde bien, ça gagne plus de 6 000 euros par mois, ce qui est quand même assez correct. En plus, ce n'est pas un salaire, ce sont des indemnités. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas d'impôts là-dessus. Ils ont accès à des bureaux dans un des plus beaux bâtiments de Paris, à l'Assemblée nationale. Ils ont les taxis gratuits. Ils ont les trains en première classe gratuits et à volonté. Ils mangent dans les meilleures cantines de Paris. Ils ont des tas d'avantages. Ils sont dans les ors de la République, littéralement. Et ces gens-là, c'est à croire que plus ils ont des responsabilités politiques et plus ils se domestiquent. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi, ça serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que plus j'aurais des responsabilités politiques et plus je deviendrais indépendant et plus je foutrais le bordel. Eh bien non, eux, c'est l'inverse. C'est vraiment une psychologie d'homme dominé que je ne comprends pas. C'est-à-dire que plus ils en ont, plus ils ont des libertés et moins ils en usent et plus ils deviennent politiquement corrects. Je vous assure que pour quelqu'un derrière mes yeux et avec ma personnalité, c'est totalement incompréhensible. Tout à fait, tout à fait. Donc non, la Mais je dis ça, mais c'est pas pour faire la grande gueule. Mais imaginez, mais une seule seconde, Pierre-Nicolas Nux à l'Assemblée nationale. Je me retrouverais en face d'une gonzesse, Yael Braun-Pivet. J'aurais Yael Braun-Pivet en face de moi. Alors déjà, pour commencer, je serais bourré la moitié du temps, mais j'insulterais tout le monde. La seule fois où il y a eu une polémique à l'Assemblée nationale avec le Rassemblement national, c'est lorsqu'il y en a un qui a dit, c'était Grégoire de Fournas, un nom comme ça, il avait dit, à propos d'un navire d'immigrés clandestins, il avait dit qu'il retourne dans son pays. Et il y a un député de la France Insoumise ou de je ne sais quoi qui l'a pris pour lui-même, et puis il y a eu tout un tas de communiqués qui ont été écrits, comme quoi il ne parlait pas du député, mais qu'il parlait plutôt du navire, et qui respectait les valeurs. Qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Mais moi, j'irais à l'Assemblée nationale, mais j'insulterais tout le monde, je ferais des doigts d'honneur à mes interlocuteurs, je mettrais des coups de poing dans la gueule, et puis imagine une seule seconde, mais Yael Braun-Pivet qui dit « Monsieur Nux, je vous demande de quitter l'Assemblée nationale ». Mais imagine, Alex, un petit peu, qu'est-ce que ça donnerait si jamais ça se produisait? Non, mais si j'ai même pas le bordel que je foutrais si jamais j'étais élu. Déjà que je fous le bordel sans être payé, mais si en plus je gagne de l'argent pour foutre la merde, je le ferais. Mais ces gens-là, non. Ces gens-là, plus ils touchent de l'argent et plus ils ont du pouvoir,
et plus ils sont domestiqués. Ça me semble totalement incompréhensible. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on a perdu la Toya. On a perdu la Toya, moi je la vois pas. Bah, elle est où la Toya? Tu as fait fuir la Toya, Nups. Mais non, elle doit s'occuper de son chat ou de sa chatte. Heureusement qu'elle n'est pas là, elle aurait rigolé. Ah, bah, elle m'a envoyé un message. Ah! Elle doit raccrocher, pour s'occuper de sa fille. Nous la saluons. Bon, bah, nous la Elle saluons. ne sera pas là pour les questions et réactions du public. Elle sera peut-être revenue entre-temps. Oh, je sais pas, je sais pas. Bon, tant pis, l'année commence bien. Sers-moi donc un whisky. Donc nous allons passer Bourbon, Bourbon. Et nous allons passer maintenant aux questions des auditeurs. Donc, questions des auditeurs, nous allons évidemment changer de vidéo. Hein, donc, pour ceux qui sont... Ah oui, alors je vais pas rediffuser samedi, lundi, parce que je suis en bureau politique à Paris demain, donc j'aurai pas le temps de couper du montage. Considérez que l'émission sera rediffusée lundi et que la FAQ sera rediffusée mercredi. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous donne rendez-vous mercredi.